c'est parti. Vendredi, dernier jour de l'Agile Tour Rennes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien profité de la keynote et que vous avez pris autant d'énergie que moi. C'était vraiment extra d'avoir des messages aussi positifs pour commencer un vendredi. Pour être transparent avec vous, moi j'ai pensé à une chose quand il nous demandait de réfléchir à un mot, c'était vacances. Donc les vacances c'est ce soir et je pense que j'en rêve depuis un moment. On va parler client, on va parler utilisateur, on va parler expérience, on va parler agilité, on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. C'est la première fois que je parle, que je fais cette session. Donc il y a peut-être des moments, j'espère, et je vous regarderai. Hier, j'ai constaté que certains peu piquaient du nez pendant ma session. Ça me donne du feedback, ça me permet de m'adapter, d'accélérer, ralentir. Donc je vous regarderai, il y en a certains que je regarderai un peu plus dans les yeux, ça me fera des points de référence. Et vous verrez qu'en fait, c'est la même démarche que vous pourriez avoir avec vos clients, vos utilisateurs. Tout d'abord, un grand merci aux sponsors, un grand merci aux orgas. C'est vraiment un plaisir d'être chaque année là avec vous. Et grâce à eux, on peut avoir plein de speakers au top et aussi un certain nombre de participants attirés par tous ces sujets, cette diversité qui, je l'espère, vous permettra de continuer à grandir dans vos propres organisations. Rapidement, moi je m'appelle Simon, je suis coach agile, facilitateur et de plus en plus amoureux de l'espace, du design. Il y a certains dans la salle que je connais qui m'ont aidé à grandir sur ces points-là. Je vais juste vous donner un élément qui peut-être vous aidera à comprendre ma démarche. C'est pendant 4 ans, j'ai été vivre en Asie. Et en Asie, j'ai managé une grosse équipe de coachs agiles. J'avais à peu près 18 coachs dans mon équipe. Et je travaillais très très proche d'une équipe de designers. Ils étaient une vingtaine aussi. Et donc pendant quasiment 2 ans, j'ai vraiment travaillé main dans la main avec des designers. Et ça m'a permis vraiment de comprendre déjà, qu'on parlait à peu près la même chose, et on va en parler. On avait malheureusement des jargons différents, qui fait qu'à la fin, on ne servait pas toujours le client. Donc c'est vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, dans mon client au cœur de tout. Vous êtes prêts? Okay, je vais essayer d'interagir un peu plus, ça me permettra un peu de jauger l'énergie. Qui dans la salle se considère un chouïa plus agiliste que designer? Très bien. Qui dans la salle se considère plus designer qu'agiliste? Il y en a un peu moins. Comme disait Mathieu hier, ça fait plaisir d'avoir des designers qui commencent à monter aussi dans les conférences agiles, qui on n'a rien à faire. Au final, le plus important, c'est le client. Alors j'en vois qui n'ont pas les mains levées. On va en reparler juste après. Alors, les partis pris dans cette session, c'est important parce que quand on aborde des sujets aussi vastes, il y a des biais. Et ces biais-là, je voulais les partager avec vous. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais je la trouve génialissime. La réalité, je vais souvent parler de clients, j'aurais pu parler d'utilisateurs, et ça aurait pu être une session en tant que telle. Okay. Donc la réalité, c'est que si vous m'entendez parler de clients à un moment donné, ça se trouve dans votre contexte, c'est l'utilisateur. En tout cas, voilà, m'en voulez pas. C'est juste que, dans un sens, moi j'évolue beaucoup dans des contextes B2B et finalement un peu moins dans des contextes B2C. Donc j'espère que ça parle business ou consumer. Je vois certaines personnes dans la salle qui travaillent par exemple avec Klaxoon ou avec des outils comme ça, qui ont un contact assez direct avec des consommateurs directs, donc accès à de la data. C'est des stratégies de design que vous pouvez à la fois avoir en interne, mais aussi déléguer plus facilement. Et je vous rapporterai quelques histoires, notamment dans des contextes B2B, où l'accès au client, à l'utilisateur, reste extrêmement politique. C'est-à-dire qu'un marketeur va avoir du mal à accéder finalement au client. Pourquoi? Parce que l'équipe qui s'occupe des achats, des ventes, pardon, les sales, je vais le dire en anglais, en tout cas les sales gardent la relation et donc c'est très difficile. Ok, donc ces partis pris-là, je préfère vous les exposer dès maintenant. Je m'en excuse s'il y en a qui sont vraiment venus pour des enjeux utilisateurs. J'espère que ce que je vous partagerai vous parlera tout autant. Ok, en préambule, est-ce que quelqu'un connaît Clayton Christensen? Ouais, très bien, super. Oh, moi, ça ne m'étonne pas en même temps. Okay. Donc, ce qu'il dit, c'est que chaque année, il y a des millions de produits qui sortent. Et finalement, il y en a 95% qui échouent. Alors, quand j'en parlais avec des copains hier et que je présentais un peu les prémices de ma présentation, ils ont commencé à me dire, mais ça veut dire quoi un produit qui échoue?
Alors, je préfère clarifier. Pour moi, et j'en extrais deux, ça veut dire que le produit ne rencontre pas ses clients, ses utilisateurs, d'accord? Et où, pour moi, la priorisation, il y a aussi des notions de qualité. Ce que j'aime bien raconter en général en termes d'expérience, c'est que faites-vous quand vous avez une application mobile qui passe son temps à cracher? Merci. On reconnaît le product owner. Très bien. Je voulais vous présenter quelques produits qui ont vraiment, vraiment bien craché. On en parlait à l'instant avec Mathieu, un bon ami. Je ne sais pas, alors il y a 1982, il me semble, Colgate fait des lasagnes. Heinz fait un ketchup violet. Et puis après, vous avez bien sûr, si vous avez vu Product Owner in a Nutshell de Kniberg, vous avez vraiment l'exemple du trombone, une feature sur Microsoft qui a porté tous ses fruits, qui a fait rire beaucoup de gens dans le milieu. Mais il y a des choses plus dramatiques, comme en haut à droite, ouais, à droite pour vous, où finalement, pour des soucis de mémoire, vous avez un produit de gestion de flotte aérienne qui a complètement craché, plus de 2 milliards d'investissements. Donc ça aussi, il y a eu un souci. Et puis Ariane 5, s'il y en a qui connaissent, qui a été le bug le plus cher du monde et qui finalement a amené à des choses dramatiques. Ok. Si on regarde un peu la théorie, les clés qui sont partagées en général pour la réussite d'un point de vue produit, elles passent à résoudre des problèmes réels. Je ne sais pas combien il y a de personnes dans la salle qui travaillent sur des produits. Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que ce que je fais résout des problèmes? Un autre axe qui est présenté dans la théorie, c'est autour de la méthodologie. Alors, on va parler design, on va parler agile, mais en tout cas, la réalité, avoir une méthodologie de développement de produits sur mesure, je n'ai pas marqué agile, là, même si j'ai mis un petit logo qui pourrait créer un biais. La réalité, c'est avoir une méthode qui vous permet de faire du développement de produits sur mesure. Okay. Derrière, il y a une notion de validation d'hypothèses, j'en parlais hier un petit peu, mais la réalité, c'est que on a beaucoup d'hypothèses, et particulièrement dans le développement de produits. Et ces hypothèses, si on ne les valide pas, à un moment donné, on va se planter. Pourquoi? Parce que ces hypothèses, à travers le temps, vont devenir des certitudes. Et à un moment donné, on va présenter quelque chose en se disant « c'est validé, ça ne l'était pas, au revoir, ciao, bye bye ». Manager les parties prenantes, j'en ai un peu parlé hier avec un niveau d'énergie un chouïa plus bas. J'espère que ça va mieux, je me suis un peu drogué ce matin. Donc voilà, en tout cas, manager les parties prenantes, manager les différentes personnes qui évoluent autour du produit va vous permettre d'être encore plus performant sur le produit en tant que tel. Forcément, la notion de feuille de route sur un produit est importante. Je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Mais il y a aussi des stratégies de livraison de produits. Alors, je ne sais pas si certains sont dans le product management, mais la réalité, il y a tendance dans certaines organisations à livrer des produits tous en même temps. Et donc, on ne réfléchit pas à la stratégie autour de quelle feature, à quel moment, quelle est la meilleure temporalité. On pourra en reparler à un autre moment. Ok. Donc à un moment donné, j'aime bien partager les réflexions que j'ai qui m'amènent à proposer une session. Donc pourquoi cette session? Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Et je ne demande pas à Anne. Est-ce que vous connaissez ce jeune homme? Enfin, ce jeune homme, moi la première fois que je l'ai rencontré, il était extrêmement connu dans les communautés en Asie, à Singapour, parce qu'il arrivait toujours en costume 3 pièces. Alors quand on est un peu décontracté et qu'on vient aux conférences agiles, voir toujours cette personne arriver en costume 3 pièces, je ne sais pas Anne si tu l'as vu en costume 3 pièces, mais en tout cas, c'est un jeune homme qui s'appelle Evan Leybourne, c'est un Australien, et il a lancé quelque chose qui s'appelle la Business Agility. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui connaissent la Business Agility? Ça ne m'étonne pas trop aussi. Top. Mais en tout cas, n'hésitez pas à les creuser. Ça, c'est en fait autant l'agilité au niveau équipe. Maintenant, je pense que c'est plus un sujet. On en parle, et particulièrement dans des conférences comme celle-là. La réalité, c'est que la business agility amène une vraie réflexion au niveau des organisations sur comment faire en sorte que l'ensemble des fonctions d'une organisation se mettent au support de qui? Au support du client. Donc dans la business agility, on parle vraiment, le cœur de la business agility n'est rien d'autre que la raison même de notre existence, notre client. Et donc quand je parlais avec Evan dans une des conférences, je lui disais, mais finalement, qu'est-ce qui fait que pour toi, le client est au cœur? Pourquoi le client est au cœur? Et il me dit, en fait, la manière dont on caractérise ça, c'est-à-dire que la moindre réunion qu'on a, que ce soit la réunion d'équipe, la réunion de programme, la réunion stratégique, la réunion tactique, on parle du client tout le temps. Et là, je me suis dit,
Ah oui, j'ai été coaché une équipe, on a fait une sprint review, il n'y avait même pas de partie prenante. J'ai été, la dernière fois que le stakeholder que je coach, je lui ai demandé quand est-ce que tu as rencontré un client, il m'a dit bah, c'est difficile, c'était il y a 6 mois. Et donc je vous invite vraiment à réfléchir, vous de votre côté, quelle est la dernière fois que vous avez rencontré votre client si vous travaillez sur un produit. Donc mon cheminement, en fait, il a été de se dire, ah ouais, mais en fait, à la base, au niveau de l'agilité, alors j'imagine que certains d'entre vous, ça doit vous parler, Jim Highsmith, un des signataires du Manifeste Agile, à la base de l'agilité, c'était d'amener des produits à des utilisateurs, à des clients qui avaient encore plus de valeur. J'imagine que ça résonne pour bon nombre d'entre vous. Je te regarde, Steve, pique pas du nez tout de suite, s'il te plaît. Et puis en même temps, j'ai regardé du côté du mouvement de design, et notamment du côté d'IDEO, qui est quand même une belle source d'inspiration. Et de la même manière, Tim Brown nous explique qu'un bon design, en tout cas un bon produit, on prend en compte un certain nombre de paramètres. Okay. Et il y a aussi le mouvement Lean Startup, Eric Ries, on pourra en parler, Ash Maurya, des gens comme ça qui ont vraiment essayé de pousser encore une autre vision, un peu décalée entre le design thinking et Lean Startup. On pourra en discuter, c'est peut-être des mots qui ne vous parlent pas tout de suite, mais en tout cas des mouvements qui ont essayé de repositionner la dynamique de produit à un moment donné. Bon, très bien. Tous ces gens-là ont la même conviction. On va retrouver dans les organisations, alors je ne sais pas à la vôtre, mais des gens qui parlent design, d'autres qui parlent Lean Startup, d'autres qui parlent d'agile. Et on se dit, bah, super, génial, ils vont tous bosser ensemble. Donc au final, il y a des gens qui ont théorisé, qui ont fait des dessins. C'est quoi la collaboration entre les équipes de design, d'agile, de Lean Startup? Et à un moment donné, il y a eu des choses comme ça qui sont sorties. Alors je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez une idée de comment on le met en place. Mais en tout cas, moi, à chaque fois que je le vois, j'ai plutôt ce sentiment. C'est-à-dire que ça ne me parle pas du tout. J'ai encore, et je vais revenir dessus, j'ai encore le sentiment que c'est des bons gros silos, avec les designers qui vont être très proches du marketing, le Lean Startup avec, qui peut peut-être faire un peu la jonction, et l'agilité qui reste quand même pas mal ancrée dans les équipes IT. Est-ce qu'on fait le même constat? Je regarde un peu tout le monde, j'essaie de m'avancer, ça me permet de créer de la dynamique sur scène. Voilà. Ok. Ce qu'on constate dans les organisations avec les équipes agiles, c'est des backlogs relativement pauvres, peu orientés vers l'utilisateur, ou en tout cas peu d'utilisateurs dans les sprint reviews. Alors, hier, j'en parlais dans ma cour, mais je vais la répéter. Quand j'ai accompagné une grande banque à Singapour, on m'a demandé de, voilà, on fait un produit, on voudrait s'assurer que ce qu'on livre a de la valeur. Simon, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme indicateur qui nous permettrait de mesurer ça? Eh bien, j'aurais dit, au lieu de mesurer la valeur, on va mesurer combien on a de parties prenantes, combien on a d'utilisateurs dans les reviews, les démos, les showcases, je ne sais pas comment vous appelez ça, vous, dans votre environnement. Il s'avère que sur 130, 135 équipes, il y avait deux équipes qui finalement avaient des utilisateurs dans leur review. Combien dans cette salle font des sprint reviews et ont des utilisateurs dans leur review? C'est cool, je vois quand même quelques mains levées, mais je vous assure que c'est assez fou. Ouais. Du côté des équipes design, pour en avoir creusé quand même pas mal, il y a beaucoup de super belles idées qui émergent, des problèmes clarifiés, du prototypage. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a un beau waterfall après. C'est-à-dire que la mise en place de ces idées-là prend du temps. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, la réflexion, c'est de me dire, on va valider des hypothèses, on va clarifier des problèmes, on va imaginer des solutions, mais finalement, la mise en place, après, elle va être faite 6 à 12 mois plus tard. Il suffit qu'en soi, ça s'appelle un tunnel effect. Hein. En soi, on peut juste louper le marché. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, moi, je me suis toujours dit, on est dans le même véhicule, mais on n'arrive pas à travailler ensemble. À chaque fois, parce que les designers vont dire oui, mais moi, travailler dans un sprint, je ne sais pas faire, je dois travailler dans un sprint avant, ou je ne sais pas. Ou finalement, les agilistes, ils disent oh, mais en fait, les designers, moi, je ne comprends pas, ils ne savent pas travailler avec un backlog, ils ne comprennent pas. Bon. Moi, j'appelle ça le varum. Il y en a qui appellent ça le vrum. Moi, j'appelle ça le varum parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à collaborer ensemble. D'accord ?
Donc c'est vraiment un des axes que je vais développer un peu aujourd'hui sur comment on remet un peu cette collaboration au cœur de l'organisation et aussi avec nos clients. Okay. Donc le succès va venir d'une chose. Alors l'autre jour, il y avait une super keynote le premier jour, l'après-midi, d'un prof et qui parlait de coopérer versus collaborer. Alors j'ai hésité, j'ai changé 2-3 fois slide. J'ai décidé finalement de rester sur collaborer pour dire travailler ensemble. Mais j'aime beaucoup la dynamique de coopérer et d'apprendre ensemble. Okay. Donc la réalité, c'est comment on collabore avec et pour nos clients. Très bien. Une chose toute basique. Je considère que l'ensemble des équipes agiles devraient se sensibiliser au design. L'ensemble des designers devraient se sensibiliser à l'agile. Une fois, je suis arrivé, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup dans la communauté agile, un Américain qui sensibilise beaucoup de choses, qui arrive, en fait, c'est ces écrivains qui arrivent à rendre digérable des concepts assez compliqués. C'est un monsieur qui s'appelle Steve Denning, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a sorti à un moment donné un livre qui, moi, m'a beaucoup aidé à grandir, en tout cas, et qui était les prémices de la business agility. Et au moment où il sort son livre, je vois un raz-de-marée de commentaires, hein, la richesse des réseaux sociaux, et notamment d'une personne qui vraiment limite l'insulte, et c'est une personne qui travaille, qui partage beaucoup, et c'est quelqu'un qui parlait, en fait, il disait « Vous n'avez rien à inventer, vous les agilistes, nous, côté design, on a ce qu'on appelle les ambidextrous organization ». Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est quelque chose qui date des années 70, et qui finalement vient expliquer que les organisations qui marchent sont des organisations qui sont capables de découvrir et de délivrer en même temps. Ce qu'on oublie un petit peu. Et donc, au lieu de se dire on va s'enrichir des uns et des autres, il y a un côté un peu business, hein, je ne le cache pas, mais en tout cas, on va siloter les agilistes avec des boîtes de conseils agiles, les designers avec des boîtes de conseils. Mais maintenant que tout est internalisé, on devrait travailler un peu plus ensemble. Donc sensibilisons les uns les autres, ça va permettre d'avoir quelque chose qui est la clé de la collaboration, c'est un vocabulaire commun. Ensuite, au niveau de l'agilité, moi, j'aimerais vraiment inviter tout le monde dans la salle de remettre l'emphase sur ce qu'on appelle la discovery. L'agilité n'est pas une arme de delivery. Il y a vraiment cette notion de delivery et de discovery dans l'agile, et beaucoup de gens en ont oublié vraiment la partie discovery. Et pour la partie discovery, ben, les designers, ils sont incroyables. Il y a énormément d'outils dans le design qui peuvent nous aider. Ok. Désolé. Ceux qui ne sont pas dans le design, ça vous parle, ce Double Diamond? C'est un outil marketing incroyable. Moi, ce que j'aime, c'est de me dire que la problem definition, c'est quelque chose sur lequel on ne travaille pas assez. Et c'est extrêmement important de se dire, il y a un espace de problème et un espace de solution. On en parlera des biais autour de la notion de solution, et notamment dans les grandes entreprises d'ingénieurs qui, par défaut, considèrent qu'ils savent, et donc sont dans l'espace de solution sans venir répondre à un problème. Si vous voulez vraiment répondre à un problème, il va falloir investir, et tout à l'heure on parlait de l'espace de créativité, la phase de divergence et de convergence autour du problème est essentielle si vous voulez que votre backlog ait du sens. Okay. Donc comment on part à la recherche du problème? Comment on part à la recherche du problème? Ben, il va falloir investir dans des techniques que beaucoup d'agilistes ne connaissent pas. Et donc pour ça, il faut travailler avec les designers. Qui a déjà fait des interviews utilisateurs dans la salle? Okay. Est-ce qu'il y en a un qui veut crier et me dire « c'était comment ?» Sarah, c'était comment? C'était intéressant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres points de vue sur structuré? Mais est-ce que c'était difficile? C'était avec un expert, tu as fait du pair interview, super. Bon. En tout cas, moi, pour accompagner les clients un peu dans cette direction-là, je me suis rendu compte que les interviews utilisateurs, c'était surtout beaucoup de préparation, on revient là-dessus. C'est-à-dire que vous allez préparer vos questions. Alors une chose, et là c'est rigolo parce que dans le coaching agile, il y a quand même pas mal de coachs, l'art de poser des questions. C'est quelque chose d'hyper important. Si vous embarquez la solution dans vos questionnements, à un moment donné, bah oui, vous allez avoir la réponse. Est-ce que ce magnifique produit est celui que vous voulez? Un peu de biais. En anglais, on appelle ça des leading questions, c'est-à-dire vous accompagnez les gens à l'endroit où vous voulez les amener. Ce qui est très dangereux en coaching, mais qui n'apporte pas grande valeur dans un interview utilisateur. Savoir demander pourquoi. Hier, on parlait de changement avec Isabelle, avec
savoir demander pourquoi, essayer d'élaborer, essayer de comprendre un peu les choses. Ne pas amener de jugement personnel. Encore une fois, il faut que le temps soit suffisant, mais pas trop long. Ces interviews, ils doivent être une recherche, non pas de solution, mais d'apprentissage. Essayer de mieux comprendre avec qui vous travaillez. Très bien. En binôme, si possible. C'est bête, mais quand vous êtes en train de poser des questions et que vous devez prendre des notes, c'est quelque chose qui est difficile. Ce que je faisais, moi, avec les équipes que j'accompagne, je les encourageais aussi à enregistrer. Alors, ce que m'ont dit pas mal d'équipes, c'est aussi difficile de temps en temps. Et là, moi, je travaille beaucoup dans l'industrie en ce moment. Enregistrer, les clients ne sont pas toujours habitués à être enregistrés. Là, je travaille sur des grosses machines-outils. Vous êtes en train de leur dire, oui, excusez-moi, on va enregistrer. Je fais, mais qu'est-ce que vous allez reporter? Donc ça, il y a un besoin d'explication pourquoi on enregistre. Et aussi leur expliquer pourquoi on fait ça, expliquer la démarche. Ça, c'est aussi assez important. Au moins 5 interviews, en gros, avec les designers avec qui j'ai parlé, ceux qui ont un peu plus d'expérience, on dit au bout de 5 interviews, vous allez pouvoir commencer à avoir une bonne idée des choses. Mais c'est aussi une énorme posture personnelle, d'être présent, d'être dans l'écoute, ne pas amener des solutions. C'est vraiment une démarche extrêmement importante. Arriver en forme. Si vous êtes un peu fatigué comme aujourd'hui et que vous vous mettez à l'interview, envoyez quelqu'un d'autre. Un dernier point, qui est quelque chose que j'ai plus évoqué là dernièrement, puisque je travaille sur un groupe qui est assez international, faites attention à la langue. Faire une interview dans la langue native des utilisateurs amène énormément de finesse. J'ai développé de l'anglais, mais par exemple, je préfère être dans la prise de notes que dans le questionnement quand il y a des interviews en anglais. Okay, donc, en France, si vous êtes bon en français, normalement, allez plus là-dessus. Ou faites-vous accompagner par des gens qui pourraient avoir la langue avec eux. Une pratique qui vient d'un petit bouquin que certains d'entre vous doivent connaître, Innovation Games de Luc Oman, où il y a plein de petites pratiques assez intéressantes et qui, là, pour le coup, est très bête. Hein, mais vous proposez à un utilisateur de se mettre derrière lui et vous ne parlez pas. Vous êtes une ombre, en fait. Bon, il faut vraiment, encore une fois, expliquer, parce que quand vous avez quelqu'un qui marche et qu'il y a derrière... La réalité, c'est que ça marche extrêmement bien, puisqu'en fait, vous n'allez pas... là, tu devrais cliquer là, tu devrais faire ça. Non, vous allez vraiment détecter quel est l'usage, la manière dont la personne utilise votre produit. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, qui nécessite un petit peu moins de préparation au niveau questionnement, mais qui est extrêmement intense, à la fois pour la personne qui se fait suivre en permanence, parce qu'il peut y avoir le sentiment d'être un peu fliqué, et en même temps pour vous de vraiment bien noter, parce que si vous avez un moment de distraction, vous pouvez louper le moment où il y a une déconnexion dans l'usage. La réalité, c'est qu'il va falloir travailler de telle manière à vraiment bien comprendre le problème, puisqu'une fois que le problème est bien frémé, finalement, quand vous allez amener une solution, ça va répondre. Et dans votre gestion de produit, vous devez répondre à un problème ou vous allez être à côté de la plaque. Maintenant, si on passe sur le deuxième partie, le deuxième diamant, on va faire la recherche de solutions. Et là, il y a vraiment quelque chose moi, que j'ai adoré faire en travaillant avec des designers, c'est la partie prototypage. Je ne sais pas dans la salle s'il y en a qui vraiment ont fait ou participé à des exemples de prototypage low fidélité, high fidelity, enfin, je fais en français basse fidélité, haute fidélité. Ça vous parle? Ok, c'est les designers en fait. Mais arriver à se dire, finalement, on va faire un prototype papier qui va permettre de répondre, de valider des choses le plus tôt possible, finalement, c'est pas très cher. Et puis je reviens à la keynote d'avant, on est tous des enfants, savoir faire des petits dessins, faire des choses un petit peu, et puis créer une interaction autour de ce support-là, c'est quelque chose qui va nous permettre beaucoup. Et puis, moi, je suis un ancien développeur, c'est pas parce qu'on est développeur qu'on ne sait pas utiliser une feuille de papier, on est d'accord. Il y a maintenant, de nos jours, des choses un peu plus avancées, côté haute fidélité. Et moi, là, j'ai accompagné donc, ce groupe industriel. On est dans une phase, ils n'ont pas l'habitude de prototyper, mais ils utilisent quelque chose qui s'appelle la réalité augmentée. Alors, c'est assez génial. Moi, j'avoue que j'ai été bluffé. Ils utilisent un outil qui est en fait un générateur de moteur 3D. Ils dessinent, alors il faut imaginer, vraiment, on est sur des produits industriels, donc des grosses machines. Et donc des AutoCAD, des CATIA, enfin je ne sais plus les outils qu'ils utilisent exactement, mais ils ont ces dessins 3D. Ils les incorporent dans l'outil
ils positionnent l'ordinateur à un endroit dans la pièce et avec leur téléphone et la réalité augmentée, ils arrivent à simuler l'outil dans l'espace. Coût de développement, le dessin. On n'est pas sur les phases industrielles, sur quelque chose qui a pris 3 ans. Ça leur permet vraiment, et là je vous ai mis un peu le dessin en bas à droite, là, ça leur permet de vraiment tourner autour, d'aller voir à l'intérieur de l'outil. Arrive sur le marché aussi pas mal de choses autour du scanning 3D, beaucoup plus facile, plus léger. J'ai travaillé, c'était mon premier métier sur les scanners 3D. La réalité, c'est que maintenant, ça devient extrêmement simple. Et donc, vous pouvez recréer une notion de prototype de manière assez dynamique en utilisant ce genre d'outil. Ok. Alors là, c'est plus pour les agilistes, mais qui fait encore des spikes dans la salle? Steve, tu es comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est des fois casse-gueule. La réalité, c'est que ça reste quand même une expérimentation qui peut servir vraiment les équipes à valider des hypothèses, encore une fois, en investissant peu. Allez, je ne vais pas parler planification, estimation, mais normalement, une spike, ou un spike, à chaque fois je suis un peu perdu, ça doit nous permettre d'apprendre des choses assez rapidement au sein du backlog. Dans le backlog, ça fait partie des choses. Okay. Il y a des gens dans la salle, j'imagine, qui ont été embarqués dans des design sprints. Le design sprint est un format moi, que je trouve extrêmement intéressant. Alors, je suis facilitateur dans l'âme, donc c'est quelque chose que j'adore. Mettre dans la même pièce des gens pendant le nouveau format, je crois que c'est 4 jours. À un moment donné, ils sont passés à 5 jours ou c'est l'inverse. Et à chaque fois, je suis un peu perdu. La réalité, c'est que l'agenda est assez clair. Ça mérite de la facilitation, ça mérite d'accompagner les choses. Mais on va vraiment vivre un cycle complet de design thinking pendant quelques jours et arriver avec des idées vraiment qui vont nous permettre d'enrichir notre backlog. J'écoutais vraiment des podcasts de designers ces derniers temps et j'ai constaté qu'il y a quand même pas mal de fois où dans les design sprints, il n'y a aucun développeur. C'est quand même ballot de ne pas emmener la technologie dans les design sprints. J'imagine il y en a qui en font et il y a des développeurs. Le design sprint est une expérience d'intelligence collective de la même manière que, je ne sais pas si Romain est dans la pièce, mais ce sera un clin d'œil, les hackathons, les innovatons, genre d'expérience qui permet de stimuler le lâcher-prise et d'aller chercher les SI de la keynote, aller chercher des choses qu'on n'a pas prévues, faire émerger et prototyper. On a rarement à la sortie d'un hackathon un produit finalisé. On a rarement à la fin d'un design sprint quelque chose de complètement validé. Mais on a une chose qui est excellente, c'est un alignement des gens autour d'un certain nombre de problèmes, de solutions. Donc là, ça vous donnera un peu une idée de ce qu'est le design sprint. Si vous n'en avez jamais fait, allez regarder. Je vais pas, il y a un bouquin, c'est hyper bien écrit, il y a des super vidéos qui parlent beaucoup mieux que moi. La réalité, c'est que le design sprint, c'est vraiment quelque chose, une expérience et un investissement. En effet, si vous ne souhaitez pas investir vers vos utilisateurs, vers vos clients, bah, vous n'aurez pas d'idée, ça c'est sûr. Il va falloir investir, il va falloir prendre du temps, il va falloir sortir, comme disent certains designers, sortir dehors, aller voir les clients, aller se bouger, prendre des cafés, enfin faire quelque chose qui va vous permettre, finalement, on est des êtres humains, de sentir et de construire ensemble. Donc au final, pour les agilistes, l'objectif, c'est d'enrichir le backlog. Alors ce cycle-là, vous devez le connaître, mais la réalité, c'est qu'on parle beaucoup plus de la valeur délivrée et un peu moins de la partie discovery, qui est la partie qui redescend. Même quand on regarde ce schéma-là, que j'aime bien, hein, on voit qu'on est beaucoup plus sur la partie à droite, alors que la partie à gauche, là, ideas, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie, qui nécessite que les développeurs se mettent non pas face à un ordinateur, mais face à un client. Et donc tout ça pour dire qu'il va falloir investir dans vos product owners. Alors ce qui me fait rire, je lis pas mal d'articles. C'est quoi la différence entre un product manager et un product owner? Je ne vais pas ouvrir le débat maintenant. Et la réalité, c'est que pour moi, vous l'appelez product owner, product manager. En fait, je m'en moque. Et je reste très poli là. La réalité, c'est qu'il va falloir avoir quelqu'un, moi que j'appelle le CEO, alors ça passe très mal, ah si, ça passe mieux là, le CEO du produit. La personne qui va avoir la légitimité pour aller dans la bonne direction et qui va travailler sur ces enjeux de valeur et de questionnement autour du client.
Pour ça, je vais vous proposer quelques petits outils, certainement que vous connaissez, d'autres que vous connaissez peut-être un peu moins. Le premier, c'est bête, mais c'est ce que j'appelle la vision produit. Donc, je ne sais pas si certains suivent un peu Tony Estanguet. Moi, j'aime beaucoup la manière dont il communique. Alors, à mon avis, il est bien accompagné aussi. Mais il y a quelques jours, il a sorti cette petite phrase qui, pour moi, me donne envie d'y aller. Je ne sais pas vous, mais ça me donne envie d'aller sur la scène voir ce truc. Et on est en 2024. Vous devez faire rêver, vous devez faire rêver. Mais pour rêver, il va falloir vraiment collecter qu'est-ce que les gens ont envie. Des fois, ils vont l'exprimer, des fois, ils vont un peu moins l'exprimer. Mais travailler sur la vision, des fois, sur un projet, c'est juste mettre en place un elevator pitch. Alors attention, un template qui a l'air tout simple, qui peut mettre des jours à être écrit. Alors, je m'amuse, moi, en général, sur les produits que j'accompagne à le faire. À chaque fois, on me rigole au nez. Alors, ce que je fais, c'est que je demande individuellement aux gens de documenter leur propre elevator pitch. Et puis ensuite, on travaille ensemble et on s'aperçoit qu'en fait, qu'on a des visions complètement différentes. Que ce soit sur le marché sur lequel on veut aller, qu'on soit sur le bénéfice clé qu'on veut apporter. Généralement, il y a un bénéfice et donc il y a du mal à prioriser. Encore une fois, si on n'arrive pas à prioriser, on ne va pas réussir à être au bon moment sur le marché. La valeur, tout le monde en parle dans l'agile. J'ai l'impression que c'est un peu c'est comme agile, c'est un peu galvaudé. Tout le monde en parle. On ne sait pas si on parle d'argent, si on parle d'usage, etc. Alors moi, j'aime bien utiliser cette pyramide of value qui décrit vraiment plein de différents types de valeurs que peut avoir votre produit. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler avec vos clients. Finalement, il y a des produits qui vraiment vont servir certaines choses et d'autres produits qui vont vraiment être beaucoup plus sur le self ou sur d'autres enjeux. Je ne vais pas trop aller là-dessus, mais c'est des vraies bonnes discussions à avoir avec vos clients. Clarifier, qu'est-ce que vous appelez valeur? Kniberg avait, dans son Product Ownership in a Nutshell, caractérisé la notion de connaissance du client et d'argent lié au fait que vous livriez quelque chose au client et que la somme des deux caractérisait ce qu'il appelle la business value. Quelqu'un, moi, que je vous invite à vraiment aller creuser, Sarah pourra confirmer, je pense, c'est quelqu'un qui s'appelle Jeff Patton, qui est quelqu'un d'extrêmement inspirant. Alors, il parle qu'en anglais, il ne parle pas en français. Mais il m'a aidé beaucoup à clarifier une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui finalement mélangent la notion d'outcome et de business impact. Alors je vais essayer de clarifier ça parce que si je reste en anglais, ça va vous perdre. Mais la réalité, c'est que l'outcome va servir le client, le business impact va servir l'organisation. J'étais il y a quelques jours donc avec mon client. Mon client me dit voilà, on essaie de valider 5 solutions. C'est-à-dire qu'on rencontre le client, on lui présente les 5 solutions. Au bout de 10 interviews, les 10 clients racontent que sur les 5 idées, 3 ont été remontées par le client comme quelque chose qui supporte la supply chain, mais qui ne leur apporte strictement rien. Il continue à leur proposer. On est plus sur du business impact à ce moment-là. Les solutions qui seraient de l'ordre de l'outcome sont beaucoup plus les 2 qui restent. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est de la stratégie produit. Il parle d'opportunité, la relation entre l'opportunité, l'output, l'outcome, encore une fois les phrases un peu marketing, mais que j'aime beaucoup, qui est de minimize output, maximize outcome. Comment vous faites tout ça? Ça, c'est des choses qu'il va falloir investir. Okay, quand je l'ai montré à ma famille, elle m'a dit c'est très selfish. Bon, je m'excuse, mais en gros, hier, j'ai parlé de parties prenantes. Pour moi, un product owner, il doit savoir manager les parties prenantes. Si vous êtes à l'aise qu'avec votre équipe, vous êtes un membre de l'équipe, en effet, mais vous allez subir le système. Et je ne citerai pas les inconnus, mais ils sont proches dans mon cœur. Donc, il va falloir vraiment travailler sur les parties prenantes. C'est quelque chose qui va vous permettre, au niveau produit, d'avancer. Quelque chose d'important pour moi, c'est la sprint review. Pourquoi? Parce que dans un cycle de vie agile, et notamment au niveau de Scrum, la sprint review, pour moi, est quelque chose qui est absolument mal fait. Qui est satisfait dans la salle de sa dernière sprint review? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette sprint review a été un succès? Top. Comment, est-ce que c'est toi qui l'as préparé, qui l'as animé? C'est quoi ton rôle? Ok, super, génial.
Donc, on va te faire monter sur scène. J'ai pas de tour de magie, mais la réalité, c'est que beaucoup de sprint review, j'en ai parlé un peu plus tôt, sont vides. C'est une démonstration au product owner. Moi, ce que j'aime bien dire quand j'accompagne les équipes, c'est que le product owner il est censé être dans l'équipe. Donc, c'est un peu bizarre que vous attendiez une fois par mois pour parler à un des membres de votre équipe. Pour moi, il faut, dans une bonne sprint review, maîtriser l'art de l'invitation. L'art de l'invitation, ça veut dire que toute personne peut avoir un intérêt à être présent dans la sprint review, que ce soit le CEO, que ce soit les RH, que ce soit n'importe qui peut avoir un... Si vous invitez les gens en ont conscience, ne viennent pas toujours. Il faut être OK avec ça, hein, c'est le principe de l'invitation. L'art de la préparation, hein, si vous ne préparez pas, vous allez vous planter, hein, comme dirait un certain Américain. La réalité, c'est que if you fail to prepare, you are preparing to fail. C'est vraiment une phrase que j'adore, parce que je vois beaucoup d'organisations qui arrivent en sprint review et qui disent puisqu'on a bossé, on va présenter ce qu'on a fait. Voilà. Savoir présenter, c'est pas toujours quelque chose de facile, hein, que ce soit pour des développeurs, des product owners. Product owner qui doit être un petit peu le chef d'orchestre de la sprint review, en tout cas l'expérience de la sprint review, et c'est pour ça que certains l'appellent le showcase, doit être une expérience qui accueille, qui est courte, qui est intense, comme dirait Romain, mais qui permet de sortir grandi. La culture du feedback, c'est pareil, encore un autre terme, feedback. Tout le monde en parle, finalement peu de personnes savent vraiment ce qu'est un feedback. Ce que j'aime dire, c'est quand on vous donne un feedback, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Il y a plein de gens qui disent « Ah il m'a dit qu'il fallait une voiture verte. » Par contre, il faut le documenter. Donc il y a une réalité, c'est que ce qui n'est pas documenté, généralement, on est des machines aussi, ou des hamsters dans la roue, on passe à autre chose. Donc ce que j'invite vraiment dans les reviews, c'est vraiment bien documenté. De la même manière que dans une interview, on va noter les choses. Dans une sprint review, il faut que ce soit documenté et puis qu'on s'en parle, savoir un peu qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse. Et puis investir sur la coalition de telle manière à ce qu'il y ait vraiment le sentiment, quand je rejoins une sprint review, d'avoir le sentiment qu'il y a un groupe et qu'il n'y a pas ce silo au milieu entre product owner, les devs, les ops, les designers. Et qu'on ait le sentiment que tout le monde est là dans une dynamique d'apprentissage, produit, et qu'on veut montrer au reste du monde ce qui a été fait. J'ai l'impression de me répéter, mais la réalité, c'est que ce n'est pas forcément compliqué, mais ça mérite vraiment de prendre le temps de l'investissement. Votre prochaine sprint review, si vous en avez une, posez-vous en amont, pas une semaine avant. Travaillez, comme on dit, la qualité des entrants impacte la qualité de la sortie. Si vous engagez votre planning, regardez bien un petit peu comment ça va caractériser votre démo. Travaillez en équipe pour identifier les risques. Combien de sprint review on vient montrer ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait au sens ce qu'on est en train de faire. C'est pas fini, mais on montre, on vient justifier qu'on a bossé pendant le sprint. C'est pas ça l'enjeu d'une sprint review. L'enjeu d'une sprint review, c'est d'apprendre, c'est de continuer à développer le produit dans une bonne direction. Et donc, s'il vous plaît, pas de sprint review juste pour le product owner. C'est mieux d'aller au resto, enfin, si vous pouvez y aller. C'est mieux de prendre un temps d'équipe, d'investir ailleurs. Et dire à votre product owner, on s'en parle pendant le sprint. Allez en sprint review juste pour parler au product owner parce qu'il est très occupé. Je vous invite à plutôt investir dans votre rétrospective de telle manière à améliorer votre collaboration. J'adore les équipes qui, à un moment donné, designers, développeurs, ops, tout le monde se dit, on arrête là, on n'a rien à démontrer, on n'est pas prêt, on ne fait pas de sprint review. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle. Ce que j'aime bien, c'est aussi de se dire, on ne va pas consommer le temps histoire de le consommer. Okay, donc c'est vraiment un message que je voulais vraiment passer aujourd'hui. J'arrive, je pense, assez rapidement vers la fin, mais j'ai quelques petits slides pour vous, pour la conclusion. Quelque chose qui est hyper important dans une démarche de remettre le client au cœur de tout, c'est que l'objectif, ce n'est pas de savoir ce que le client veut, mais c'est ce qu'il a besoin. Faites très attention à ça. L'entreprise que j'accompagne aujourd'hui passe beaucoup de temps sur la partie problème et après solution, mais la réalité sur la partie problème,
c'est qu'à chaque fois, ils verbalisent avec plein de clients des problèmes, ils augmentent leur liste de problèmes, etc. Et ils ne priorisent pas l'ensemble des problèmes. Résultat, ils n'arrivent pas à bien comprendre ce que le client veut. Ils ont trop de données. Attention, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu. La quantité de données que vous pourriez avoir quand vous partagez, quand vous travaillez avec les clients. Donc l'objectif, c'est pas d'enchaîner les interviews les uns après les autres, c'est vraiment de prendre le temps aussi de travailler la data, hein, d'essayer d'identifier un petit peu les patterns en anglais. Je suis désolé, j'ai fait beaucoup d'anglicisme aujourd'hui. Euh, la deuxième chose, c'est parce que j'accompagne l'entreprise que j'accompagne aujourd'hui est une entreprise très industrielle, très ingénieure dans la culture. Euh, et donc, j'ai eu dernièrement une petite anecdote et j'adore les équipes que j'accompagne. Mais le responsable marketing, à un moment donné, arrive et dit ça, on doit le faire parce que l'organisation nous a dit de le faire. Et un des responsables R&D Indus vient dire oui, mais si l'utilisateur nous dit ou le client nous dit qu'on n'en a pas besoin, on en a parlé au niveau agile, normalement, on ne va pas le faire. Et à ce moment-là, dire oui, non, mais nous, on sait ce qu'on fait. Donc ça arrive très très régulièrement que la culture du produit au sens je sais ce que je veux, je sais ce qu'il a besoin, au final va vous biaiser dans votre capacité à délivrer le bon produit. Donc faites vraiment très attention là-dessus, à vous dire à un moment donné, et c'est là où ça touche vraiment à l'ego. C'est-à-dire, ah ouais, j'ai pensé, ça fait 6 mois que je bosse sur ce produit, et à un moment donné, il vient de me dire que mon produit, c'est... Alors, je vais essayer de ne pas utiliser un mot vulgaire, il est vraiment pas top top. Okay, et de se dire, bon, bah, on va devoir arrêter. Et c'est une bonne question que j'ai eue hein, d'une responsable marketing il y a quelques semaines qui me dit, bon, bah, voilà, c'est bien sinon ce que tu me racontes, mais bon, on fait nos interviews, etc. Là, on découvre, ça fait 6 mois qu'on est dans le projet, on a déjà investi des millions. Le timing, c'est à peu près 1 an et demi. Et au bout de 6 mois, on apprend que finalement, les clients, en général, ils ne veulent pas du produit. Bah, moi, je lui ai dit, en fait, c'est mieux de t'arrêter maintenant. Il y a quand même beaucoup d'organisations qui vont quand même continuer leurs produits. Et à la fin, qui vont se planter. Donc au final, tu sauves quand même l'argent que tu ne vas pas investir. Donc c'est une démarche qui nécessite vraiment de se parler. C'est pas évident. Mais de savoir se dire à un moment donné, bah non, on ne va pas le faire. Non, on va arrêter, on va pivoter, comme diraient les start-upers. On va aller chercher soit un autre type de client, soit un autre type de problème, soit une autre type de solution. Eh ben, c'est aussi faire preuve de j'ai conscience de combien l'organisation investit. Okay, donc je vous perds un petit peu, là je sais que c'est la fin, mais la réalité c'est il va falloir connaître les besoins de ses clients, il va falloir prioriser ses besoins parce que vous ne pourrez pas couvrir tous ces besoins et les valider. Et c'est là où le design, l'agile, ensemble, en travaillant main dans la main, vous allez pouvoir réinvestir la notion de discovery et de delivery et délivrer, je l'espère, un peu plus de produits successful. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne conférence et à bientôt. Il restait 5 minutes. Bon, si jamais il y avait des questions. Non. Ça, c'est pour que tu cours. Ouais. J'en profite, si jamais vous avez envie de creuser la partie design, là j'ai 2 bouquins à vous proposer. Alors, moi j'ai fait l'erreur de l'acheter en français, c'est une erreur. Je n'avais pas vu, c'était à Grenoble, je l'ai en format dématérialisé et j'ai voulu l'acheter en français. Je vous invite à le faire en anglais, il y a des solutions intéressantes. Et puis comme Mathieu est dans la salle et que c'est bourré de super bonnes pratiques, n'hésitez pas aussi à aller voir ce petit bouquin qui, je l'espère, vous donnera l'envie d'aller un peu plus loin dans votre démarche de design thinking. Vas-y, excuse-moi. Je t'entends pas. Sinon, tu le fais comme ça, je répéterai ta question. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si le domaine, c'est un domaine dont les valeurs, c'est le fun, par exemple le jeu vidéo. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, juste du fun. Comment est-ce que tu abordes cette démarche-là avec les utilisateurs? Ça, c'est parce que tu associes la notion de problème à quelque chose de négatif. Ouais. Bah, c'est pas toujours négatif. L'idée de passer du temps, en fait. Moi, la manière dont je l'aborde, c'est de se dire, je
Je viens passer du temps avec l'utilisateur, le client, pour vraiment découvrir la manière dont il aborde les choses. Par défaut, alors oui, si je pose des questions et que je veux les amener vers une compréhension du problème, j'ai des biais. Donc il faut que j'ai des questions suffisamment ouvertes pour amener la personne à verbaliser. Par défaut, je ne sais pas s'il a des problèmes. Et l'objectif de l'interview, de la discussion, de se poser avec lui, c'est de sentir s'il y a des choses qui vont émerger. Des fois, on n'apprend rien dans une interview. Hein. Des fois, on n'apprend rien. Donc, est-ce que le fait d'être dans un domaine fun, etc., ça change? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut, c'est passer du temps avec la personne qui utilise ton produit et de voir un peu quelle est son interaction, sa relation, et de voir si au niveau, c'est là où je te rejoins, il peut y avoir des notions d'empathie, donc si tu utilises l'empathie map, ce genre de choses, ça va te permettre de relever des choses, mais vraiment, passer du temps avec ton utilisateur va te permettre d'apprendre des choses sur son comportement. Ce qu'on va aller voir, c'est comment il se comporte vis-à-vis de ton produit. Donc ça peut être positif et négatif. Tu peux augmenter le côté positif ou tu peux ramener aussi l'usage sur quelque chose de plus standard. Je suis pas sûr que ce soit vraiment lié au domaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut... Vas-y. Ouais, je rebondis sur, tu parlais d'empathie map, et souvent, effectivement, dans ces approches, on aborde la notion de problème et la notion de besoin. Il n'y a pas toujours un problème, des fois il y a juste un besoin. J'ai besoin de faire quelque chose. Des fois il y a un problème derrière parce que ça m'empêche, mais des fois j'ai un besoin. Effectivement, on ne se cache pas forcément derrière un problème. On aborde sur un angle positif ou un peu plus positif, quoi. Et puis encore une fois, vraiment, les gens ont une vision du problème comme quelque chose de négatif, mais tu vois, typiquement, si tu reprends l'exemple du post-it, j'imagine beaucoup le connaissent. Le post-it, à la base, c'est quelque chose qui est une erreur et qui est venu répondre à un besoin à un moment donné et un problème potentiellement. Mais pour moi, c'est pas toujours nécessaire de focaliser sur une notion négative des choses. Le problème, pour moi, je l'associe à un apprentissage. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'apprends sur l'utilisateur, sur son comportement, sa réaction au produit? Pour compléter ce que disait Mathieu. Parfait. Regarde aussi peut-être du côté des théories qu'on appelle job to be done. Donc, il a cité Christensen tout à l'heure qui a créé cette approche-là, sur laquelle on va travailler sur les aspirations en fait, de l'utilisateur. Et donc, tu vas chercher à voir qu'est-ce qu'il cherche à faire, qu'est-ce qu'il cherche à devenir, qu'est-ce qu'il cherche à être. Et en travaillant sur ces éléments-là, tu as tout un tas de frameworks, c'est assez documenté, l'approche de job to be done, pour chercher à identifier ce sur quoi tu vas travailler, en fait, ton objet de travail. Et donc, ça va te donner des clés pour pouvoir avancer sur le produit. C'est très complémentaire de ce qu'a dit Simon et c'est complètement dans la lignée de ce qui a été présenté. Ça te va, Mathieu? Voilà, tu pourras aller le voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Profitez-en. Bon, nickel. Et n'hésitez pas à répondre, hein, c'est encore plus riche. Du coup, tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut plutôt aller vers ce que le client a besoin et pas ce qu'il veut. Ce que j'ai remarqué, c'est quand on a des clients assez techniques en face, ils ont plutôt tendance à aller dans la solution que dans le besoin. Comment vous gérez ça? Alors ça, c'est l'art du questionnement. Enfin, je me permets de te tutoyer, vous voyez. Je vous invite, ça c'est la difficulté quand on revient en France, je vous invite à vraiment investir sur l'espace des questions. Et c'est là où je dirais le prototypage peut vraiment aider aussi à soit affiner la solution. En fait, ce qu'il va falloir, c'est d'abord vous poser la question, est-ce que je vais explorer le problème ou la solution? Si vous êtes dans la solution et qu'ils ont des solutions, why not? Le problème, c'est qu'on a aussi des biais qui ne voient des solutions que dans une certaine boîte, celle dont on a l'habitude de voir. Donc il faut déjà distinguer, est-ce qu'on vient sur le problème ou la solution? Le problème, c'est vraiment le questionnement et le conversationnel. Et puis aussi de vraiment ancrer ce que j'appelle la base de départ de la conversation. Comment on explique le cheminement. J'ai vu des gens qui interviewent sans expliquer pourquoi ils le font. Si vous venez chercher des solutions, en effet, vous pouvez le positionner comme ça. Si vous venez un peu à mieux comprendre les usages, le besoin, les problèmes, peu importe, il faut aussi l'expliquer. Donc là, je ne viens pas chercher des solutions. Je viens essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de votre usage à l'heure d'aujourd'hui. Je ne réponds pas complètement à la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut enrichir, m'aider à sortir un peu de...
pour moi, c'est assez naturel, notamment dans les boîtes d'ingénierie, d'être sur la solution immédiatement. Les gens qui ont cette culture-là. Et c'est vraiment la capacité à poser les bonnes questions, à contextualiser, à mettre les gens en confiance, puisqu'en fait, les gens qui sortent des solutions, c'est pas toujours négatif, mais si vous mettez vraiment le contexte au départ, normalement, en prenant le temps, en préparant bien, moi j'ai réussi à, je pense, mettre les gens en confiance pour aller vraiment chercher un peu plus l'usage. Et n'hésitez pas à utiliser des artefacts, travailler sur la notion d'émotion. Hier, j'en parlais. Il y a des petits outils, les arbres à personnages, des choses comme ça, et essayer d'aller plus sur la partie émotionnelle, s'ils sont dans la solution, pour essayer de les faire parler. L'objectif, c'est vraiment de créer un espace de conversation. On arrête, c'est ça? Oula. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Sinon, moi je propose de vraiment profiter bien de la journée. Je reste par là, venez me voir, puis on s'en parlera autour d'un café, ce sera encore plus sympa. Voilà, merci.